Alors dans cette vidéo, nous allons effectuer des exercices d'entraînement qui sont corrigés. L'objectif est simplement de vous faire défiler en fait des documents, des annales du bac, des graphiques, des tableaux, afin de vous entraîner et d'être à l'aise avec ceci. Donc dès l'instant où vous voyez un doc qui apparaît à l'écran, vous appuyez sur pause, vous prenez un stylo papier, vous notez dessus la nature, la source du document, de quoi il parle, quel outil mathématique utilisé, l'unité utilisée, et après vous faites des phrases avec les données que j'ai entourées. Vous remettez sur play, vous écoutez la correction et vous comparez avec ce que vous avez effectué. Alors, premier document, donc déjà on est en présence d'un tableau à double entrée qui a été publié par l'OCDE. Ce document va parler en fait du PIB en volume. En volume, ça veut dire déflaté, hein. On a enlevé l'effet prix. Alors, on va essayer un petit peu de déterminer l'outil mathématique utilisé. Donc si je regarde le titre, croissance annuelle, après j'ai en pourcentage, donc ça veut dire qu'on est en présence de taux de variation. On va avoir pour 2009, 2010, 2011, 2012 le taux de variation du PIB en volume. Par contre, il y a à la deuxième colonne du tableau écrit moyenne annuelle. Donc ça veut dire qu'on a une croissance annuelle moyenne en pourcentage. Bon bah ça c'est un TCAM, un taux de croissance annuel moyen, c'est un taux de variation particulier. Bon, toutes les données sont exprimées bien évidemment en pourcentage. Donc si l'on fait des phrases, on va commencer par la donnée la plus simple, 4,1 par exemple. Donc c'est un taux de variation, 4,1 c'est positif, ça veut dire qu'on est en présence d'une augmentation. Donc le PIB en volume augmente. Bah, c'est tout bête, hein. En 2010, au Japon, le PIB en volume a augmenté de 4,1%. On fait une phrase avec 2011. En 2011, le PIB mondial en volume a augmenté de 3,8%. Alors après, si je dois faire des phrases avec les deux données restantes, donc le principe de formulation d'une phrase avec un TCAM, c'est comme avec un taux de variation, simplement on rajoute en moyenne par an, tout simplement, hein. Je prends le Japon, hein. Au Japon, entre 1999 et 2012, le PIB en volume a augmenté en moyenne par an de 1,2%. Aux États-Unis, entre 1999 et 2012, le PIB en volume a augmenté en moyenne par an de 2,5%. Voilà. Après, il faut faire un petit peu attention au niveau de l'interprétation des données. Si je prends par exemple la zone euro, hein, on voit qu'en 2010, le PIB en volume de la zone euro a augmenté de 1,8%. En 2011, il a augmenté de 1,6%. En 2012, de 0,2%. Donc, il ne faut pas en déduire que le PIB en volume de la zone euro diminue entre 2010 et 2012. Ah, non, non, ça veut simplement dire que le PIB en volume de la zone euro augmente, mais il augmente de moins en moins rapidement. Pour qu'il diminue, il faut qu'il y ait un nombre avec précédé du signe moins, enfin un nombre négatif. Comme par exemple en 2009, où le PIB en volume se casse la figure de partout, notamment au Japon. En 2009, au Japon, le PIB en volume, il a diminué de 6,3%. Il a plus diminué au Japon qu'aux États-Unis, par exemple. Pareil, si je compare le TCAM, la moyenne annuelle donc de la variation du PIB en volume aux États-Unis et au Japon, ben, on sait juste que le PIB en volume a augmenté en moyenne par an plus vite aux États-Unis qu'au Japon. Ça ne veut pas nécessairement dire que le PIB en volume est plus élevé, même si c'est vrai, aux États-Unis qu'au Japon. Donc, il faut faire attention après à l'interprétation des données avec les taux de variation ou les TCAM, parce que on a souvent des petites subtilités du type accélération de la hausse, ralentissement de la baisse, etc. C'est pas aussi simple. Alors, deuxième document. Donc ici, on est en présence d'un graphique publié par Eurostat, hein, c'est l'équivalent européen de l'INSEE en France. Donc ce graphique va nous parler du PIB en volume, hein, toujours en volume donc déflaté, on a enlevé l'effet prix. On a des courbes qui chacune vont correspondre en fait à l'évolution du PIB en volume dans différents pays, hein. Autrement dit, de haut en bas, l'Allemagne, la France, puis l'Italie. Alors au niveau de l'outil mathématique utilisé, dans le titre il y a écrit base 100. En ordonnée, on voit qu'on va de 90 à 115, il n'y a pas d'unité. Base 100 en 2005, on voit que toutes les courbes partent de 2005. Bon c'est bon qu'on est en présence d'indices tout simplement qui ont pour base 100 l'année 2005. Donc il n'y a pas d'unité comme je l'ai dit. Donc à partir de là, on utilise les phrases types, hein. Par exemple, si je prends la donnée de l'Allemagne en haut à droite, donc l'indice on va dire qu'il est de 113. 113 c'est supérieur à 100, donc on est en présence d'une augmentation de 13%. Donc autrement dit, en Allemagne, entre 2005 et 2014, le PIB en volume a augmenté de 13%. Je prends l'année 2009. Alors on peut faire deux phrases avec 2009 en fait, hein. On peut faire entre 2005 et 2009 en France,
Le PIB en volume a augmenté de 2%. Mais on peut aussi dire qu'entre 2005 et 2009, en Allemagne, le PIB en volume a augmenté de 2%. Vous voyez qu'en fait, les deux points sont confondus. Ça ne veut absolument pas dire que le PIB en volume en France et en Allemagne est le même. Pas du tout, hein. Non, ça veut juste dire qu'entre 2005 et 2009, le PIB en volume en Allemagne et en France a augmenté au même rythme, au rythme de 2%. C'est tout. On ne sait absolument pas lequel des PIB en volume est le plus élevé. Ce n'est pas parce que la courbe de l'Allemagne est au-dessus de la courbe de la France qu'automatiquement son PIB en volume est plus élevé. Bon, même si en réalité c'est vrai, mais le graphique ne nous permet pas de le savoir. Si je prends maintenant la dernière donnée entourée en bas à droite, donc cette fois-ci c'est l'Italie, on est à l'indice 94. Ah, alors 94 c'est inférieur à 100. Donc ça veut dire qu'on est en présence d'une baisse. 100 moins 94 ça fait 6, donc une baisse de 6%. Donc entre 2005 et 2014, en Italie, le PIB en volume a diminué de 6%. Voilà, tout simplement. Donc on peut dire que quand on voit ce graphique, on voit qu'il y a eu un problème en 2009. Bon, c'était effectivement la crise des subprimes qui a connu son creux cette année-là, en l'occurrence, ce creux en termes de quantité de richesse, évidemment, sinon c'était son apogée en termes de problèmes. Et puis après, c'est reparti à la hausse, globalement presque de partout, en Allemagne et en France, le PIB en volume est reparti, mais c'est vrai que l'Italie a quand même eu beaucoup plus de mal, c'est reparti pendant 2 années, pour ensuite redescendre à nouveau. Alors, troisième document. Donc là, on est en présence d'un graphique, toujours publié donc par Eurostat, qui va également parler du PIB en volume, donc volume déflaté, on a enlevé l'effet prix. Ça va être Alors en fait, ça va être le taux de croissance du PIB en volume en pourcentage. Donc taux de croissance, pourcentage, on en déduit qu'on est en présence d'un taux de variation. Donc en fait, on va étudier l'évolution du PIB en volume, tout simplement, à l'aide d'un taux de variation. On va faire cela pour différents pays, la France, l'Allemagne et la Grèce. Donc à partir de là, il faut faire un petit peu attention. Taux de variation, c'est vrai que l'interprétation peut être faussée par ce que l'on voit. Donc si je commence par la donnée de l'Allemagne en 2009. Donc on a un taux de variation qui est de moins 5%, taux de variation négatif, donc on est en présence d'une baisse. En 2009, en Allemagne, le PIB en volume a diminué de 5%, tout simplement. Si je prends la donnée 2010, on a 4%, donc ce qui correspond à une hausse, comme 4 est positif. Donc en 2010, en Allemagne, le PIB en volume a augmenté de 4%. Bon, alors entre 2009 et 2010, vous voyez que le taux de variation du PIB en volume passe de moins 5% à plus 4%. On a un écart de 9 points. C'était juste pour faire comprendre qu'on parle en points quand on veut faire une différence entre deux pourcentages. Si je prends la Grèce en 2011, on va dire qu'on est à moins 7. Donc en 2011, en Grèce, le PIB en volume a diminué de 7%. Alors après, on peut prendre 2012 éventuellement aussi. Regardez, entre 2011 et 2012, on va dire qu'on a une quasi-stagnation. Imaginons que la courbe soit vraiment horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. Ça ne voudrait pas dire que le PIB en volume en fait a stagné, pas du tout. On a dit qu'en 2011, il avait diminué de 7%. En 2012, on est également à moins 7, donc en 2012, le PIB en volume a également diminué de 7%. En fait, entre 2011 et 2012, le PIB en volume n'arrête pas de diminuer, simplement il diminue au même rythme, c'est la petite subtilité. Et je prends 2013, alors en 2013, on a moins 4, ça correspond à une baisse de 4%. En 2013, en Grèce, le PIB en volume a diminué de 4%. Vous voyez que bien que la courbe de la Grèce se redresse, qu'elle soit croissante entre 2012 et 2013, ça ne veut pas dire que le PIB en volume augmente, c'est juste dire qu'en fait qu'il diminue mais moins rapidement. C'est comme si je reprends la courbe de l'Allemagne entre 2010 et 2013, on voit que la courbe est décroissante, ça ne veut pas dire que le PIB en volume diminue, pas du tout, ce sont les taux de variation qui diminuent en fait. Le PIB en volume continue d'augmenter, simplement il augmente de moins en moins rapidement. Il faut bien faire attention quand on a un graphique avec des taux de variation ou des decam, parce que l'interprétation peut être faussée par ce que nos yeux voient. Alors, dans ce document, donc, nous sommes en présence d'un tableau à double entrée, publié par Eurostat. Ce tableau donc va nous parler du PIB par habitant, donc le PIB qui est ramené au nombre d'habitants d'un pays, dans 8 pays de l'UE, donc Allemagne, Danemark, Espagne, etc., en 2001 et en 2012.
Alors au niveau de l'outil mathématique, bon bah là c'est facile, c'est écrit en gros dans le titre en fait, hein, indice, base 100. Alors là c'est un peu particulier, c'est vrai que classiquement les indices sont des indices d'évolution, on va mettre base 100, 2000, base 100, 2010, etc. Là c'est base 100 l'Union Européenne, donc en fait on va considérer que le PIB par habitant de l'Union Européenne est de 100 et on va comparer le PIB par habitant des autres pays à celui de l'Union Européenne. Donc, il faudrait qu'il faut faire un petit peu attention à la formulation de la phrase. Si je prends par exemple le PIB par habitant, on va prendre le Danemark. Donc, on a l'indice 128 en 2001. Donc, ça veut juste dire qu'en fait, en 2001, le PIB par habitant du Danemark était supérieur de 28% à celui de l'Union Européenne, tout simplement. Pareil pour l'Irlande en 2012, 130, hein, c'est supérieur à 100, donc ça veut dire que le PIB par habitant est plus élevé en Irlande qu'en Union européenne. En 2012, en Irlande, le PIB par habitant était supérieur de 30% à celui de l'Union européenne. Inversement, quand vous avez un indice de comparaison et que cet indice est inférieur à 100, ça veut dire qu'il est inférieur en fait. Inférieur à la base. Ici, la base c'est l'Union européenne. Donc si je prends la Grèce en 2001, ça voudra dire qu'en 2001, en Grèce, le PIB par habitant était inférieur de 13% à celui de l'Union européenne. Bon, à chaque fois, on fait des soustractions, je pense que vous avez compris quand même. En 2012, en Espagne, le PIB par habitant était inférieur de 3% à celui de l'Union européenne. Bon, après, il suffit de comparer ce qui se passe dans le temps, ça c'est pas trop compliqué. Alors, document suivant, donc là nous sommes en présence d'un tableau, encore à double entrée, publié par l'ABM, la Banque mondiale. Alors dans ce tableau, on a plusieurs choses. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la deuxième colonne. Croissance, pourcentage. Bon, bah, ça veut dire en gros que dans le cas présent, on est en présence d'un taux de variation. Taux de variation du PIB en volume dans différents pays, États-Unis, France, Arabie Saoudite, Brésil, Chine. Bon, alors après, on a également les deux dernières colonnes du tableau. Bon, là, ce ne sont pas vraiment des outils mathématiques au sens de taux de variation, coefficient multiplicateur, etc. C'est l'empreinte écologique. Bon, là, les phrases pour l'empreinte écologique et les émissions de dioxyde de carbone, c'est vraiment pas compliqué, hein. On en fera deux, mais c'est pas ça le plus compliqué. Alors, donc, si on essaie de faire des phrases avec les États-Unis, donc ici 3, on a dit que c'était un taux de variation puisqu'il était écrit croissance pourcentage. Bah, tout simplement, en 2010, aux États-Unis, hein, le PIB en volume a augmenté de 3% augmenté. Pourquoi? Parce que 3 est positif, hein. Si je prends la Chine, en Chine en 2010, le PIB en volume a augmenté de 10,4%. Donc on voit qu'il a augmenté beaucoup plus rapidement en Chine qu'aux États-Unis. Au niveau de l'empreinte écologique, bon voilà, les phrases elles sont fluides, hein. Il n'y a pas de phrase type, hein. Il suffit de regarder le titre, hein. En Arabie Saoudite, en 2007, l'empreinte écologique s'élevait à 5,1 hectares globaux par habitant. Et en 2008, en Arabie Saoudite, chaque habitant émettait pour 17,2 tonnes de dioxyde de carbone. Alors après, vous pouvez vous amuser à regarder là où le PIB en volume augmente le plus vite, le moins vite, et essayer d'en tirer des conclusions d'un point de vue en fait environnemental, relier cela à votre cours au développement durable. Mais ça, c'est un autre problème, c'est du domaine de l'interprétation.